Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ferdinand Haïté dévoile tout sur la modification de la constitution togolaise. Un coup d'État permanent? Bienvenue sur notre chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui secoue la scène politique togolaise. Le journaliste Ferdinand Haïté, lauréat du Prix international de la liberté de la presse 2023, nous éclaire sur la modification controversée de la constitution togolaise qu'il qualifie de coup d'État permanent. Dans cette vidéo, Haïté est rejoint par des analystes politiques renommés pour un débat approfondi. Ensemble, ils analysent les raisons derrière cette réforme qui abolit le suffrage universel et instaure un régime parlementaire. Le débat permet de comprendre les enjeux politiques, les répercussions pour le peuple togolais et le silence de la communauté internationale. Avec la participation de Alfred Chango-Lokoo, maître de conférences à la Sorbonne et analyste politique, qui décrit cette situation comme un coup d'État constitutionnel, soulignant que la nouvelle constitution a été adoptée en toute clandestinité. Grégory Sileni, cofondateur de Madagascar Media, qui met en lumière l'indifférence de la communauté internationale et l'habilité du régime à utiliser des crises régionales pour asseoir son pouvoir. Guy Debal, consultant en entreprise et analyste politique, qui nuance le débat en comparant le système parlementaire togolais à ceux d'autres démocraties occidentales, tout en reconnaissant la répression des libertés fondamentales. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à apporter des analyses approfondies sur des sujets aussi importants. Passons maintenant à la vidéo et découvrons ensemble les révélations de Ferdinand Haïté et des analystes invités. Le Togo, l'état de crise permanent, est un épisode de plus dans l'histoire tumultueuse de ce pays, de la vie politique au Togo. Et en avril dernier, je le disais, le parti au pouvoir a procédé à une modification de la Constitution. Et la nouvelle Constitution supprime de fait l'élection présidentielle au suffrage universel en instaurant un système parlementaire dirigé par un président du Conseil des ministres élu par l'Assemblée nationale. Et dans ce nouveau système, il n'y aura plus de limitation de mandat présidentiel. Et le Togo est donc entrer dans ce qu'on appelle une 5e République. Alors, Ferdinand Haïté, est-ce que j'ai résumé? Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Que s'est-il passé en avril dernier? Et en quoi cela a constitué un tournant dans la vie politique de votre pays? Alors, il faut rappeler déjà que ce n'est pas une modification constitutionnelle, c'est une nouvelle constitution. C'est une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui a été élaborée et imposée par le pouvoir en place. Et ce qui se passe au Togo depuis une vingtaine d'années me rappelle le livre de François Mitterrand, Le coup d'État permanent, parce qu'au Togo, c'est de ça qu'il s'agit. Faure Gnassingbé, en 2005, il est arrivé par un coup d'État au prix d'un bain de sang, plus de 1000 morts. Et puis ensuite, il a enchaîné les élections contestées, 2010, 2015 et 2020. Et l'élection de 2020 a laissé des traces, énormément de traces, et parce qu'il y a eu une dynamique portée par un archevêque, plus un ancien Premier ministre, qui ont décidé de lui faire une certaine guérilla sur le plan international. Et je pense que cet épisode-là a énormément marqué. Et dans sa tête, il s'est dit, je ne veux pas rééditer une nouvelle élection en 2025 pour avoir les mêmes résultats et les mêmes contestations. Il faut faire quelque chose. Bon, il faut supprimer le suffrage universel, il faut inventer une nouvelle constitution et faire croire à l'opinion internationale que le Togo veut essayer un nouveau régime, notamment le nouveau régime parlementaire. Et les arguments qui ont été avancés par les proches du pouvoir, c'est que les élections présidentielles coûtent excessivement cher, ça aboutit à des morts, à des contestations. Donc on supprime les élections. Alors, oui, normalement, ça devait être ça. Et donc, on aboutit à cette nouvelle constitution qui a été élaborée en catimini, adoptée par des députés qui sont acquis à la cause du pouvoir. Oui, parce qu'on s'est demandé pourquoi cette urgence, c'est arrivé tout d'un coup, cette urgence à modifier ou à réviser ou à changer de constitution, quoi, dans un pays qui a d'autres enjeux, évidemment, d'autres défis à relever. Alors, quand on décide de changer un régime
politique, il faut quand même donner la parole au peuple. Mais ça n'a pas été le cas. Des députés se sont réunis une nuit, le 25 mars. Pas de référendum. Pas de référendum. Ils ont modifié la Constitution. Et puis, ils ont introduit dans la nouvelle Constitution un certain nombre de dispositifs qui sont assez surprenants dans notre pays. Le président de la République est désormais une personnalité symbolique, il n'a pas de pouvoir. Oui. On instaure le président du Conseil, une espèce de Premier ministre qui a tous les pouvoirs, qui a un mandat illimité, qui n'a pas un mandat électif. En fait, dans la Constitution, il est dit que le Premier ministre, c'est le président du parti majoritaire à l'Assemblée. C'est-à-dire, on ne dit pas forcément qu'il est un élu, un député, non. C'est-à-dire, un individu peut se lever, il est président d'un parti majoritaire, il devient Premier ministre, il a tous les pouvoirs, il n'est pas élu, mais il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, on est dans cette aberration-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 20 ans après son arrivée au pouvoir, Faure Gnassingbé ne veut pas lâcher, il veut rester à vie et il se donne les moyens pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Donc tout ce qui se passe là, c'est l'habillage juridique pour lui permettre de rester au pouvoir. Donc il n'y a plus de suffrage universel pour élire le président. Le président n'a plus de compte à rendre sur son bilan, puisque vous le disiez, donc son rôle devient un rôle symbolique. Et puis ce qui est extraordinaire pour le Premier ministre, quand il vient à l'Assemblée, il se fait désigner, il n'y a pas de débat. On le choisit, il fait son discours et puis il s'en va. Est-ce que c'est abusif de parler d'une monarchisation du pouvoir? Ce n'est pas abusif, parce que tout ce qu'on voit là, c'est des artifices pour consacrer un pouvoir à vie. Et quand on dit régime parlementaire, nous savons comment le régime parlementaire s'applique dans les pays de référence, comme l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Et on se retrouve sous les tropiques avec un individu qui aura tout le pouvoir, mais qui n'aura aucun mandat électif. Il faut dire que Faure Gnassingbé a succédé à son père. Il est donc aux commandes de l'État depuis 19 ans. Bientôt 20 ans, oui. Bientôt 20 ans. Mais son père a fait 38 ans. Alors si on fait un cumul évidemment du pouvoir de père en fils, on en est à peu près à 57 ans. Oui, ils sont à 57 ans et c'est le dernier régime le plus ancien aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est en Afrique en général. En Afrique tout court. Oui, en Afrique tout court et qui se métamorphose et qui résiste au temps. Un commentaire, Alfred? Oui, mais moi j'observe d'abord un premier point qui est que Faure a réussi à affaiblir l'opposition, à la neutraliser et à neutraliser aussi le peuple. Vous l'appelez Faure, vous, le président Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, voilà. A réussi aussi à phagocyter le peuple togolais. À la diviser au fond entre ceux qui sont pour lui et les autres réduits à la portion. La deuxième chose, c'est que cette constitution qui a été concoctée en catimini et votée en catimini est totalement, j'allais dire, illégale, puisque les députés qui ont voté ce changement de constitution étaient à la fin de leur mandat, donc ils n'avaient aucun pouvoir pour modifier cette constitution-là. L'opposition a parlé d'un coup d'État constitutionnel. Exactement, avec raison, mais ne dispose pas de moyens justement de contestation. Alors, la question maintenant est de savoir dans quelle mesure, si cette constitution venait à être appliquée, qui sera élu président du Conseil. Est-ce que Faure Gnassingbé va quitter son poste de président pour prendre ce poste-là et le président sera élu par qui? Puisqu'on a maintenu vous avez la réponse dans cette constitution que... Parce qu'on ne comprend pas très bien finalement. Le président, le mandat de 4 ans du président demeure. Je pense que c'est lui qui passera président du Conseil. Ah d'accord, donc il va cumuler le poste de président du Conseil en tant que... non, ils vont désigner un président de la République qui sera une marionnette, quelqu'un qui n'aura pas de pouvoir, et lui-même, il passera comme président du Conseil. Et ça a le mérite de dire aux gens, écoutez, il n'est pas président de la République, il est devenu Premier ministre, voilà. Et donc c'est lui qui serait donc le président du Conseil des ministres. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Ouais. Et en tout cas, pour moi, c'est... Et on voit bien que le président de la République, son mandat est limité. 4 ans renouvelable une seule fois, mais le président du Conseil n'a pas de mandat limité. Il a 6 ans renouvelables ad vitam aeternam. Indéfiniment. Voilà. Oui. Alors, moi le dernier point que je voudrais évoquer, c'est le silence de la CEDEAO et de l'Union africaine face à cette situation. Et pourquoi il y a ce silence de ces institutions
qui aurait pu, justement, dans le cadre de la CEDEAO, intervenir pour dire qu'il faut respecter la charte démocratique de la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas l'habillage, justement, je dirais l'habillage légal, qui freine les moyens d'action de la CEDEAO? C'est fort possible. Hein. Parce que l'habillage légal est devenu aujourd'hui une sorte d'artifice aussi pour perpétrer ce qu'on appelle des coups d'État constitutionnels. Non, je pense que la CEDEAO est dans une position assez délicate. Elle est déjà très affaiblie par toute la crise qu'il y a dans la région. Elle avait voulu faire adopter le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, notamment la limitation des mandats. Il y a plusieurs chefs d'État qui se sont opposés, notamment Macky Sall, si vous vous rappelez, Alassane Ouattara, et puis en plus Faure Gnassingbé. Et c'est ces chefs d'État qui ont voulu faire un troisième mandat, et Faure Gnassingbé un peu plus. Et la CEDEAO est face aujourd'hui à ses propres contradictions. Quand il y a eu des coups d'État par le passé, elle n'a pas été assez ferme, elle n'a pas réussi à faire appliquer les dispositions de la charte communautaire. Aujourd'hui, avec le départ des 3 pays sahéliens, elle s'est retrouvée totalement fragilisée et elle n'arrive pas à hausser le ton de peur que d'autres pays puissent claquer la porte. Donc, elle est dans une position assez délicate. Et le Nigeria, qui est le géant de l'Afrique de l'Ouest, a perdu aussi de son influence au sein de la CEDEAO. Et donc, voilà. Et notons que dans la CEDEAO, aujourd'hui, c'est les pays francophones qui causent problème. Dans les pays anglophones, il n'y a pas trop de soucis. Le président ghanéen vient d'annoncer qu'en décembre, il part. Il n'y a qu'en Afrique francophone qui a eu ces modifications constitutionnelles et ces jeux de pouvoir. Avec la Guinée, je pense, la Guinée-Bissau aussi, où il y a quelques soucis avec Ambalo. Mais sinon, pour les pays anglophones, il n'y a pas de problème. Mais le Nigeria a perdu de son influence, ce qui affaiblit la CEDEAO énormément. Et puis, je pourrais ajouter juste un dernier point, c'est que la CEDEAO aussi s'est disqualifiée en nommant Faure Gnassingbé comme médiateur. Voilà. Ça fait partie des contradictions internes de la CEDEAO, de lourdes contradictions. Guy Debal, un commentaire? Oui, un léger commentaire. Alors, moi, je ne serais pas aussi critique que mes camarades vis-à-vis de cette modification, nouvelle constitution. Je serais critique sur les éventuels non-respects des droits de l'homme, les atteintes aux libertés individuelles, etc. Mais, oui, mais pour le coup, qu'une constitution prévoit ce qui est prévu, c'est-à-dire un président du Conseil, comme c'est le cas en Italie, je ne crois pas que Giorgia Meloni ait une limitation de mandat. Angela Merkel... Comparaison n'étant pas raison. Peut-être, mais en tout cas, Giorgia Meloni, si son parti gagne les élections pendant 30 ans, elle sera première ministre pendant 30 ans. Pas forcément elle. Hein. En tout cas, le leader de son parti. Ce qui est improbable. Il ne me semble pas que cette critique se soit abattue sur Angela Merkel, qui a été chancelière pendant 16 ans, qui a connu tous les présidents de la République française depuis Mitterrand, etc. Donc, sur le plan institutionnel, moi je pense que vous l'avez dit d'ailleurs très justement, l'habillage en fait institutionnel rend d'ailleurs la critique de la part des institutions assez difficile. D'accord. Parce que... mais quand on modifie une constitution et qu'on ne consulte pas la population, qu'il n'y a pas de référendum et que c'est le fait du prince, cela vous semble tout à fait ordinaire et normal. Je ne dis pas que c'est ordinaire. En l'occurrence, dans ce cas-là, dans ce cas précis, les députés ont voté. Alors on peut dire ce qu'on veut. Non mais ils étaient hors mandat, c'est illégal. Parce qu'il avait plus de mandat. Je suis d'accord. Non mais, alors, on peut effectivement discuter de ça. Mais en tout cas, sur le plan institutionnel, ce qui me choque le plus, ce n'est pas le fait qu'il crée un président du Conseil et qui ne prévoit pas de limitation de mandat. D'ailleurs, quand on regarde un peu partout en Afrique, il y a quand même un certain nombre de présidents qui sont encore là et qui sont accueillis à bras ouverts, y compris en France, encore récemment, et ça ne pose aucun problème. Pourtant, la France accueille... Ça dépend à qui, parce que la population togolaise posait là la question. Oui, non, mais je suis d'accord. Alors, je serais sensible, je serais sensible, par exemple, il existe des... Non, mais je vous signale quand même, Guy Debal, que cette opération a été fortement contestée dans le pays, quand même. Oui, je voulais préciser, je voulais apporter une précision. J'espère que la voix du peuple, quand même, vous... Elle compte. Je suis d'accord, elle compte. Vous y êtes sensible, tout de même. Hein. Je suis sensible à la voix du peuple, je suis sensible au respect des libertés individuelles et à la protection de l'intégrité, notamment des opposants politiques. Mais sur la construction institutionnelle mise en place par Faure Gnassingbé, j'ai beaucoup de mal à la critiquer parce que je remarque qu'elle se fait en Europe, en Italie, en Allemagne, dans d'autres pays. Comparaison n'est pas raison. On vous l'a dit. Francis vient de le dire. On a l'habitude. Alors, et puis, il faut comparer ce qui est
comparable. C'est-à-dire que la démocratie italienne, la démocratie allemande n'est pas la démocratie togolaise. Oui, c'est pas la même de chose. l'absence de démocratie. Oui, C'est l'antidémocratisme togolais. Et je voulais apporter une précision sur la question des droits de l'homme. Moi qui suis sur le plateau, je suis une victime. Et le régime d'Agnassingbé est connu pour être un régime assez répressif. Faure est venu au pouvoir avec 1000 morts. On n'a jamais jugé personne. Aujourd'hui, il y a des opposants qui sont en exil, qui ne peuvent même pas rentrer au Togo. Quand ils ont un parent qui décède et qui demande même une autorisation à aller enterrer leurs parents, le pouvoir refuse. En 2017, il y a eu une contestation du pouvoir, il y a eu des répressions terribles, les gens ont dû quitter le pays. Aujourd'hui, la diaspora togolaise, qui regroupe beaucoup de réfugiés, est à presque 3 millions à l'extérieur. Vous imaginez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui en vase clos. Et donc, c'est un régime assez liberticide, répressif, et les rapports sont là, c'est factuel. Donc, et c'est tout ça qui rentre dans ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Et au Togo, il n'y a pas de démocratie. C'est un semblant de démocratie depuis 90, avec une théâtralisation du pouvoir, mais détenu par un seul clan, Gnassingbé. Aujourd'hui, au Togo, le pouvoir, c'est Faure Gnassingbé, c'est lui qui décide. Parce que les députés, là, dans les coulisses de la modification constitutionnelle ou de la nouvelle constitution, les députés ont été instruits. Tout ce qu'ils devaient même dire, on leur a dit il faut dire ci, il faut dire ça, et donc les gens n'avaient pas la parole. Parce qu'entre-temps, il y a eu des langues qui se sont déliées et on a su comment ça s'est passé. Excusez-moi, mais... Non, attendez. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, c'est seulement la volonté d'un seul homme de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Et il se donne les moyens de garder le pouvoir, et je suis d'accord avec notre expert pour dire qu'il a en face une opposition qui s'est aussi affaiblie avec le temps, et un peuple aussi, à coup de répression, aujourd'hui est en latence. Voilà, c'est ça le problème. Alors on va écouter Grégory, votre regard sur cette situation singulière du Togo. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport surtout à ce qu'a dit Guy. On ne peut pas faire fi de ce qui s'est passé avant quand on parle de démocratie. Ça a été dit tout à l'heure par rapport à l'historique et tout ce qui s'est passé aux différentes élections. On a parlé d'une famille qui est là depuis plus d'un demi-siècle au pouvoir. Il aurait fallu, de toute façon, je vais le redire parce que c'est quand même assez important, bien évidemment qu'il fallait recourir à une voie référendaire au préalable. Qu'est-ce que vous pensez de l'alliance qu'a apportée Guy Debal? C'est ça, on peut pas analyser juste en disant oui, parce que sous prétexte, parce que c'est ça en fait, qu'est-ce qui se cache derrière son propos. C'est comme en Afrique, on voit qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. On se dit que oui, là, comme il y a une constitution qui arrive avec une nouvelle république, on se dit que bah oui, laissons entre guillemets la chance au produit et voyons si ça marche et si on part sur un nouveau départ. Mais là, il y a des antécédents. Faure Gnassingbé ne vient pas d'arriver au pouvoir. Moi, je pense par contre, ce que je vais dire, parce que toutes choses ont été dites et je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent, c'est qu'il a clairement profité du contexte ambiant, notamment avec ce qui se passe au Sahel. Et je pense que là, il est en train de proposer quelque part une troisième voie. Parce que pourquoi il y a un tel mutisme au sein de la communauté internationale? Vous avez un pays finalement où, d'un point de vue économique, on va dire ça roule plus ou moins avec cet accès portuaire et il arrive finalement à rentrer dans les indicateurs qui plaisent à la communauté internationale. Il y a des investisseurs qui veulent venir au Togo. Je ne suis pas sûr que Ferdinand confirme cela. Hein, non, la situation économique est quand même... Je ne dis pas que ça se passe bien d'un point de vue économique, mais au niveau de certains indicateurs, ça plaît. Quand on voit que dans Doing Business, le Togo apparaît dans les 100 premiers, on peut se réjouir de ces classements-là. Oui, c'est des rapports tronqués, et puis c'est la Banque mondiale a eu des problèmes avec le rapport du business. C'était des rapports bisouillés. Et depuis, ils ont arrêté. Oui, je n'en disconviens pas, mais on voit bien quand même qu'il y a un mutisme par rapport à ce qui se passe au Togo. Et ça, on est obligé aussi de l'analyser. Et moi, je pense que c'est ça, finalement, qui permet, entre guillemets, de légitimer ce pouvoir et cette constitution au regard de certains observateurs. Je pense que la France est dans une Guy voulait rebondir peut-être. Oui, moi, juste pour préciser mon propos, je peux entendre les critiques qui s'abattent sur Faure Gnassingbé et sur le Togo. Néanmoins, ce ne sont pas des critiques, c'est en tout cas des regards analytiques sur la situation. Je pense que ces critiques-là devraient tirer plus des légitimités si elles remontaient à la source du problème. La source du problème, c'est quoi? Et Grégory a un peu souligné en creux la source du problème, c'est que Faure Gnassingbé, mais c'est le cas de beaucoup de régimes, est soutenu par la communauté internationale, d'une certaine façon.
pour des raisons différentes. Par la France qui a du mal à accorder son discours et à universaliser son appréciation du respect des droits de l'homme en fonction des différents pays et de ses intérêts, etc. etc. Donc je comprends, comme je le dis, je ne cautionne pas du tout l'atteinte aux droits de l'homme qui est faite au Togo. Néanmoins, je pense qu'une critique de ce qui se fait au Togo, et qui peut être légitime et que je peux entendre et qui est... Non, ça l'est, c'est légitime. Ne peut être complète que si elle remonte à la source et si elle s'attaque aux parrains, si je devais parler de manière vulgaire, c'est-à-dire à ceux de la communauté internationale. Et notre camarade parlait de la Banque mondiale, notamment, qui tronquait des rapports, c'est quand même fort. On part quand même d'une institution respectée qui tronque des rapports concernant un pays dont notre ami peut parler de la situation en matière de droits de l'homme. Donc, vous voyez, je ne crois pas que Faure Gnassingbé soit seul dans son coin. Mais la question n'est pas qu'il soit seul. La question, c'est que voilà, cette situation, elle est ce qu'elle est. Alors, si vous commencez à faire des comparaisons avec d'autres situations, évidemment, je pense qu'il faut peut-être porter un regard spécifique sur le cas togolais, qui est un cas quand même particulier sur le continent, parce que c'est peut-être aujourd'hui, je dirais, Après les Bongos, c'est le plus ancien système qui tient encore. Système autoritaire. Autoritaire qui tient encore et qui profite quand même qui a une formidable chance, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui bouscule ce système, sur le plan international, la politique évolue, comme ce qu'on vient de dire sur le plan régional, avec la crise au Sahel et la redéfinition des priorités aujourd'hui. La France aujourd'hui est dans une position assez délicate, parce qu'on a l'impression que Faure fait du chantage en disant « arrêtez-moi sinon je fais un malheur. Si vous voulez me faire partie, je rentre dans l'AES ». Il faut dire que l'agenda quand même de la communauté internationale est déjà assez chargé par ailleurs. Oui, parce qu'en fait aujourd'hui, les chefs d'État africains, ils sont assez malins. Beaucoup de chefs d'État africains sont assez malins. Ils deviennent panafricanistes. Ils deviennent panafricanistes par opportunisme, ou ils vont vers la Russie pour mettre en difficulté le camp occidental. Et donc, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent aujourd'hui en jeu. Et puis se construit aussi cet homme soi-disant de paix en étant le médiateur. Exactement, c'est ça. Donc ça joue aussi. Tout à fait. Un mot rapide, Ferdinand, sur la situation économique dans le pays aujourd'hui. Alors, la situation économique n'est pas assez bonne. Il n'y a pas suffisamment d'investisseurs, parce que quand un pays est aussi corrompu que le Togo, qui a des difficultés, que le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne et que la justice ne fait pas son travail, parce que celui qui vient investir dans un pays, il s'assure qu'il y a une justice indépendante, s'il y a des crises et tout ça. Beaucoup de gens préfèrent aller au Bénin, au Ghana, qui sont des pays plus ou moins aujourd'hui stables, qui ne sont pas parfaits, mais en tout cas qui sont plus ou moins attractifs. Et donc la situation est difficile pour les entreprises togolaises, pour les opérateurs économiques, et ça, ils le disent ouvertement. Alors, je veux dire, avec cette nouvelle République, ce système parlementaire, quelle place maintenant pour les oppositions, pour la liberté d'expression? Bref, est-ce que le processus démocratique aujourd'hui, disons, caduque au Togo? Est-ce qu'on peut encore parler d'un processus de démocratisation avec... Non, pas vraiment. Mais l'ancienne garde, les anciens leaders, ils sont presque en fin de carrière. On n'entend plus tellement Agilcris, certains sont décédés. Voilà, leurs lieutenants qui ont pris la relève aussi sont un peu fatigués. Certains sont devenus des maires et tout ça. Et le pouvoir a réussi à désorganiser toute cette opposition-là. Même si ce pouvoir n'a pas une ferveur populaire, il n'y a pas un leader ou il n'y a pas une organisation bien solide pour pouvoir canaliser toute cette colère qui monte dans le pays et en faire une force politique. Donc le pouvoir profite de tout ce désordre-là pour s'imposer. Voilà. Donc il n'y a plus de marge de manœuvre en tant que tel pour les oppositions, pour le contre-pouvoir? Alors l'opposition doit refaire sa propre, je ne sais pas comment il faut le dire, mais elle doit faire le bilan et son adjournament. Voilà, et reprendre là où elle a trébuché. Maintenant, les contre-pouvoirs, la presse est totalement bâillonnée aujourd'hui. Les camarades qui sont encore au pays, les confrères, ils font de l'autocensure, où les gens abandonnent carrément. Et les syndicats, on ne les entend plus tellement. Et les universitaires, on en a vu plein qui sont sortis pour défendre la nouvelle constitution. Ah oui. Et certains ont eu des strampotins dans le nouveau gouvernement. Bon, donc voilà la situation qui est dans le pays. Et ça, c'est préoccupant. Voilà. À votre conclusion, Grégory? Non, là, de toute façon, c'est l'illustration
d'un homme au pouvoir qui arrive à museler toute son opposition, qui a toutes les mains, qui fait de la stratégie politique quelque part avec tout ça. Et c'est triste pour un pays comme le Togo, vu le nombre d'habitants, 8 millions d'habitants, qu'on en arrive à un tel destin. Parce qu'au final, ces pays-là, ils pourraient se développer assez rapidement. Mais bon, il faudra que l'opposition parvienne à se structurer. C'est important. Et voilà ce que je peux dire. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo passionnante. Comme vous l'avez vu, Ferdinand Haïté a exposé avec clarté les dessous de la modification constitutionnelle togolaise, un processus qu'il qualifie de « coup d'État permanent » orchestré par le régime de Faure Gnassingbé. Mais ce débat n'a pas été sans nuance, grâce aux contributions des autres experts. Analyse des principaux points du débat. Alfred Changoloko a dénoncé un véritable coup d'État constitutionnel, affirmant que la modification a été opérée par des députés en fin de mandat, sans la moindre consultation populaire. Il rappelle qu'une telle transformation du système politique aurait dû être soumise à référendum. Le peuple togolais a été privé de sa voix dans ce processus, et cette manœuvre ne vise qu'à maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir indéfiniment. Grégory s'il a apporté un éclairage sur le rôle de la communauté internationale, soulignant le mutisme de la CEDEAO et de l'Union africaine face à cette situation. Selon lui, le régime de Faure Gnassingbé profite des crises régionales, comme celle du Sahel, pour détourner l'attention de la communauté internationale. Il estime que le pouvoir togolais parvient à maintenir une certaine stabilité économique, ce qui peut expliquer la faible réaction des institutions internationales, malgré des indicateurs économiques contestés. Guy Debal, quant à lui, a offert une perspective nuancée en mettant en avant l'argument selon lequel ce système parlementaire pourrait être légitime d'un point de vue institutionnel. Il a comparé la situation togolaise à celle de pays européens comme l'Allemagne ou l'Italie, où des chefs de gouvernement peuvent rester en poste longtemps si leur parti conserve la majorité. Cependant, il a admis que ce modèle ne pouvait être pleinement applicable dans le contexte togolais, où les libertés fondamentales et les droits de l'homme sont largement bafoués. Quelles sont les conséquences pour le Togo ? Les répercussions de cette réforme constitutionnelle sont multiples. Concentration du pouvoir. Faure Gnassingbé pourra rester indéfiniment au pouvoir sous cette nouvelle structure, même sans être président. Absence de contrôle démocratique. La suppression du suffrage universel prive les Togolais de leur droit de choisir leurs dirigeants, accentuant la répression et le contrôle du régime. Répression de l'opposition. Les partis d'opposition sont affaiblis et les voix critiques réprimées, notamment celles des journalistes et des leaders de la société civile. Silence international. Le manque de réaction de la communauté internationale renforce la position de Faure Gnassingbé, qui continue de bénéficier du soutien tacite de certains acteurs globaux en raison de la stabilité économique relative du Togo. Que pensez-vous de cette situation ? C'est à vous maintenant. Nous aimerions connaître votre opinion sur cette modification constitutionnelle. Est-ce un coup d'État déguisé, comme le suggère Ferdinand Haïté ? Comment voyez-vous l'avenir du Togo ? Nous vous encourageons à partager vos points de vue dans les commentaires ci-dessous pour enrichir le débat. Faites-le dans un esprit de respect et de collégialité afin de contribuer à une discussion constructive sur ce sujet crucial. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et analyses. Ensemble, continuons d'explorer les grandes questions politiques qui façonnent le Togo et l'Afrique. Merci encore d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.